Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici l'actualité de ce jeudi 24 octobre 2019. L'Afrique et la Russie participent à un forum économique, première étape du sommet de Sochi 2019, rencontre pour renforcer leur collaboration économique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui participe aux travaux, a souhaité l'industrialisation rapide des pays africains. Mans, dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, accueille aujourd'hui le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pendant cette visite de travail de 72 heures, le chef du gouvernement ivoirien va procéder au lancement de plusieurs travaux, notamment ceux du centre hospitalier régional, du réseau électrique et de la voirie. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, la célébration de la Semaine nationale de l'eau. Dans ce journal, la déclaration du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvailly. Un forum économique Russie-Afrique, première étape du sommet de Sochi 2019 qui s'est ouvert hier dans la station balnéaire russe. Il s'agit de renforcer la coopération entre la Russie et les pays africains. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec ses hôtes et a annoncé que son pays compte doubler les échanges économiques avec l'Afrique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, participe à cette rencontre. Alors, premier sommet Russie-Afrique à Sochi, station balnéaire russe. Quelles sont les impressions du président de la République de Côte d'Ivoire? Nous l'écoutons. Monsieur le président de la Fédération de Russie, Monsieur le président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le président Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide. Plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines
et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Retour en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly est aujourd'hui à Mans, dans la région du Tonpi, dans l'ouest du pays. C'est une visite de travail de 72 heures. Le chef du gouvernement ivoirien va procéder au lancement de plusieurs travaux, notamment ceux du centre hospitalier régional, du réseau électrique et de la voirie. Revenons, si vous le voulez bien, sur les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ces assises se sont déroulées récemment à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre qui représentait la Côte d'Ivoire a mené une offensive éco-diplomatique pour le bien-être de son pays. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec plusieurs dirigeants, notamment ceux de la Société financière internationale, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du département d'État américain. Pour en parler, Amadma Kone. C'est une véritable exception ce jeudi 17 octobre, premier jour de mission du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux États-Unis. Le département d'État américain ouvre pour la première fois ses couloirs à une chaîne de télévision étrangère. Les consignes sont strictes. Pas de caméra dans la salle d'audience. Après une heure d'échange, le Premier ministre fait son apparition dans les allées du bâtiment. Petit conciliabule avec l'ambassadeur Mamadou Haïdara, puis de noter une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays, une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire, une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays donc est garanti. De quoi rassurer les investisseurs et bailleurs du fonds face au son de cloche alarmant sur la période électorale. En bonus, les États-Unis se font le relais de la bonne gestion de la question du travail des enfants dans la cacaoculture. Plus tôt dans la matinée de ce jeudi, c'était une convention signée pour la construction de 2 centrales solaires dans le Nord. Signature faite à la Société financière internationale. Le lendemain vendredi, le Premier ministre assiste à la plénière des gouverneurs des institutions de Bretton Woods. Entre 2 séances à l'extérieur, il a le temps de recevoir la délégation de la coopération japonaise. Le Japon a une très longue et bonne tradition de la culture du riz. Nous appuyons beaucoup le secteur de l'agriculture avec un focus sur la culture du riz. Le secteur de la santé est également important. Nous avons discuté de la situation actuelle et des réalisations dans ce domaine. Le calendrier est chargé, il faut respecter les rendez-vous. C'est le vice-président de la Banque mondiale région Afrique, Afez Ghanem, qui accueille la délégation ivoirienne dans l'après-midi de ce vendredi. Un accueil personnalisé. Dansé, Fotamana, Akwaba, Ayoka. Peut-on lire dans la salle? Le Premier ministre passe en revue les préoccupations de la Côte d'Ivoire. La lutte contre la pauvreté avec l'élargissement des filets sociaux à toutes les régions, le développement du marché de l'électricité, la mise en place d'une économie agro-industrielle avec des produits d'appel comme le cacao et l'anacarde. Aux assemblées annuelles, aucun partenaire n'est négligé. Le samedi au MIGA, la vice-présidente sortante, Onda Keko, affirme un bon suivi du dossier ivoirien après son départ de l'institution. Cap sur la vice-présidence de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Le patron des lieux, Makta Diop, rassure la délégation ivoirienne quant à l'accompagnement de son institution. Le président de la Banque africaine de développement en dit autant lorsqu'il est reçu en audience au Watergate Hotel. Le lendemain dimanche, il pleut sur Washington. D'autres rencontres au sommet. Amadou Gon Coulibaly a rendez-vous avec le président du groupe de la Banque mondiale. Face à David Malpass, la Côte d'Ivoire est dans la prospective. La décennie 2020-2030. Et nous avons entamé avec le groupe de la Banque une réflexion sur la période 2020-2030. Donc, à voir quelles sont les stratégies de développement, quels sont les sentiers de croissance donc, pour la période 2020-2030.
Alors cette étude importante que nous menons conjointement donc, avec la banque, donc, se déroule elle aussi dans de très bonnes conditions. Elle allie les réflexions au niveau public, mais également donc, avec les SFI, les réflexions concernant le secteur privé. Et donc les documents relatifs à cette stratégie devraient être prêts pour avril donc, 2020. Et nous nous sommes réjouis donc, de l'avancée sur donc, ces questions. Le calendrier n'est pas pour autant bouclé. Quelques heures après, la délégation ivoirienne est dans les locaux du Fonds monétaire international, FMI. Contrairement aux habitudes, la directrice générale se prête à une question. Je suis très heureuse de féliciter le Premier ministre et le gouvernement ivoirien pour le succès et résultats ayant abouti à une solide croissance de l'économie ivoirienne. Chose qui se traduit sur le terrain en création d'emplois, en de meilleures conditions de vie des populations. Réaliser une tendance de 7,5% de croissance, c'est une performance remarquable. Quand on sait que le pays a connu il n'y a pas si longtemps un conflit dramatique, et ce dans une région qui fait face à de nombreux défis. Le président de la République et le gouvernement délivrent de bons résultats pour les populations ivoiriennes. Et nous, au Fonds monétaire, nous sommes fiers de contribuer à ce succès. Le Premier ministre boucle ainsi sa mission. Je repars donc de Washington sur cette idée que la Côte d'Ivoire inspire fondamentalement confiance, que le leadership du président de la République inspire fondamentalement confiance pour aujourd'hui et pour demain, que en ce qui concerne nos chiffres économiques, dans les projections qui sont faites par le Fonds monétaire, qui sont faites donc par la Banque mondiale, donc tous ces chiffres inspirent donc confiance. Et que les Ivoiriens donc, doivent à partir de là avoir confiance en l'avenir de leur pays, avoir confiance en eux-mêmes et savoir que nous sommes donc sur une bonne trajectoire, une trajectoire vertueuse. Sous cette pluie qui semble fertiliser davantage les rapports entre les partenaires au développement et la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly peut répondre à la question suivante. Êtes-vous satisfait de votre mission? Je dois le dire absolument. C'en est fini pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale 2019. Les institutions de Bretton Woods prennent rendez-vous avec les gouvernants et les économistes du monde en avril 2020 pour les assemblées de printemps. Mais dans l'immédiat, Amadou Gon Coulibaly, lui, a rendez-vous dès ce jeudi avec les populations du Tonkpi. Autre actualité, Dramane Aïdara fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Après 5 ans de service à Abidjan, le directeur pays de l'Organisation internationale du travail est promu directeur de l'équipe d'appui technique au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest. Une cérémonie a été organisée il y a quelques jours au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour lui rendre hommage. Amadou Ouattara. Plateau. Cérémonie de revoir au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dramane Aïdara, directeur du bureau pays de l'OIT, Organisation internationale du travail à Abidjan, est affecté à Dakar où il va exercer en tant que directeur de l'équipe technique d'appui au travail décent. L'organisation sous le parrainage de la Première Dame de la deuxième conférence mondiale de l'Alliance 8.7 sur l'élimination du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en mai 2019 et l'engagement de la Côte d'Ivoire à abriter la 14e réunion régionale africaine ici à Abidjan constitue une illustration du fort engagement de la Côte d'Ivoire à l'égard de l'OIT. Au terme de ma mission en Côte d'Ivoire, le dialogue social a été redynamisé et ce grâce à la volonté politique des autorités et à l'engagement des mandants de ce pays. Avant le départ du directeur du bureau pays de l'OIT, le ministre Pascal Kokou Abina a traduit la gratitude de l'État relativement à ses contributions apportées au secteur de l'emploi et de la protection sociale. Pour cette promotion très méritée, adressée au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel, nos vives félicitations à M. Dramane Aïdara, travailleur acharné, qui a su faire du bureau pays d'Abidjan une référence et apporter au mandat tripartite ivoirien et ainsi œuvrer à garantir à nos populations toujours plus de dignité et de bien-être.
Cette célébration a bénéficié de l'appui de la centrale syndicale Dignité, de la CGCI, représentant le patronat ivoirien, et du président du Conseil national du dialogue social et des ex-collaborateurs de Dramane Aïdara. Tous ont salué son engagement et l'excellente relation professionnelle qui ont prévalu en 5 années de mission passées en Côte d'Ivoire. Des remises de présents ont ponctué la cérémonie d'hommage à l'ex-directeur du bureau pays de l'OIT à Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, la commission de suivi et de contrôle des structures d'accompagnement des petites et moyennes entreprises désormais opérationnelles. Ses membres ont été installés hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Ne disposant pas d'une tradition industrielle marquée, l'expansion économique ivoirienne envisage de s'appuyer sur un développement durable des PME. Malheureusement, le taux de mortalité au sein de cette catégorie d'entreprises s'élève aujourd'hui à 70%. Cette commission de suivi et de contrôle des structures d'accompagnement qui s'installe vient donc apporter un soutien cohérent et planifié au secteur des PME. Il sera question pour notre commission de proposer l'attribution et le renouvellement des agréments des structures d'accompagnement à la signature du ministre chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, d'examiner les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de toutes ces structures d'accompagnement, d'apporter un appui technique et managérial aux dirigeants et aux membres des structures d'accompagnement. En plus des offres de produits financiers inappropriés, liées entre autres au taux d'intérêt inadéquat ainsi qu'à la durée de remboursement des prêts trop courte, les lourdeurs bureaucratiques et les difficultés d'accès au marché ralentissent considérablement les créations et la vitalisation des PME. Ces facteurs sont d'ailleurs les sources majeures de la croissance du secteur informel non structuré. Nous allons vous demander de nous aider à faire sortir toutes les structures d'accompagnement qui sont encore dans l'informel. Ne jouons pas les forces de l'ordre pour qu'elles se cachent en nous voyant. Soyons des managers, faites en sorte qu'elles viennent se conformer à la réglementation. Pour faire émerger tout le potentiel du secteur des PME, le gouvernement mise sur son plan stratégique de développement dénommé Phoenix. D'un coût de 350 milliards de francs CFA sur 4 ans, ce plan inclut la création d'une maison des PME ainsi que la mise en place d'un fonds de garantie de 30 milliards pour l'accompagnement des apprenants. Je vous l'annonçais dans les titres, la 4e semaine de l'eau est célébrée en Côte d'Ivoire. Thème retenu, accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. Le ministère des Eaux et Forêts veut donc mener des actions collectives pour renforcer la gestion de cette ressource. Les explications dans ce reportage de Astou Touré. La Côte d'Ivoire célèbre chaque année la Semaine nationale de l'eau. Cet événement national qui se tient du 21 au 25 octobre 2019 a un double objectif. Renforcer la prise de conscience collective de l'ensemble des acteurs et de la population sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Également faire le point sur l'état d'avancement des engagements nationaux et internationaux pris par le gouvernement en matière de gestion des ressources en eau. Cette 4e édition de la Semaine nationale de l'eau a pour thème accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. Ce thème est un appel au renforcement des actions de tous pour la mise en œuvre des engagements des États pour atteindre les objectifs de développement durable. En matière de défis liés à l'eau, l'objectif de développement durable numéro 6, qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici à 2030, est encore loin d'être levé. En Côte d'Ivoire, l'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement est l'un des axes majeurs de la politique du gouvernement. À cet effet, l'État a consenti depuis 2011 d'importants investissements dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement à travers la mise en œuvre de projets structurants à Abidjan et dans plusieurs localités du pays. Ainsi, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 67 à 69% en milieu rural et de 92 à 94% en milieu urbain. En matière d'assainissement, 10% de la population
utilisent un réseau collectif et 90% ont accès à un réseau autonome. Les différents projets structurants qui sont inscrits dans le plan d'action prioritaire 2017-2020 permettront d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 95% et l'amélioration du niveau d'assainissement à l'horizon 2020. Le gouvernement entend impliquer l'ensemble des acteurs de l'eau, quel que soit leur niveau d'utilisation de la ressource, en vue d'une meilleure protection, une gestion rationnelle et une planification coordonnée tenant compte de l'adéquation entre les besoins de tous et de la disponibilité en eau. Poursuivons avec cet atelier pour mieux lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, animales et végétales. Des juges et procureurs en provenance de 7 pays francophones de la sous-région ouest-africaine participent aux travaux à Abidjan. Le point avec Grace Kando. Pour améliorer la lutte contre le trafic des espèces de plantes et d'animaux rares, 8 pays francophones de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Pendant 5 jours, juges et procureurs vont plancher sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dénommées CITES. La contribution du Burkina Faso à travers cet atelier, c'est de pouvoir engranger des acquis que nous allons partager éventuellement avec les magistrats et les acteurs de la chaîne judiciaire au Burkina Faso pour pouvoir prévenir et lutter contre la criminalité relative aux espèces fauniques et floristiques au niveau du Burkina Faso, qui est un pays à forte potentialité sur le plan faunique et floristique. L'accompagnement du juge, c'est de sanctionner ceux qui trafiquent, ceux qui ne respectent pas la loi, qui protègent la faune et la flore. Aussi, nous sommes aussi dans la sensibilisation sur les lois de la République et qui punissent les atteintes à la faune et à la flore. Pour le ministère des Eaux et Forêts, cette rencontre vise 2 objectifs. D'abord, celui de consolider davantage vos compétences dans la mise en œuvre des obligations de notre pays en matière d'application des dispositions de la CITES, mais aussi celui de favoriser la coopération des organismes en charge de l'application de la loi et de la protection des ressources naturelles au sein des pays et créer surtout des relations de coopération entre les pays de la sous-région. Le projet de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pour les pays francophones de la CEDEAO bénéficie de l'appui technique et financier du programme sur la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l'Ouest et l'Agence des États-Unis pour le développement international. Au chapitre santé, la lutte contre la poliomyélite. En Côte d'Ivoire, c'est l'affaire du club service Rotary International. Cette structure a organisé il y a quelques jours une caravane qui a sillonné 7 communes du district d'Abidjan. Objectif, récolter des fonds pour lutter efficacement contre cette maladie. Théodore Zouzou et Sephora Zegui. Depuis 8 ans, aucun cas de poliomyélite enregistré en Côte d'Ivoire. 3 ans déjà qu'elle est déclarée pays libre de polio par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et cela grâce à l'appui des partenaires dont le Rotary Club International, à travers le financement des vaccins et la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Une œuvre à poursuivre, d'où une caravane du Rotary Club District 9101 dans les communes d'Abidjan pour une Côte d'Ivoire sans aucun cas de résurgence et un monde avec 0 cas de contamination. C'est de mobiliser des fonds. Les caisses seront tenues par les clubs Rotary, mais nous allons les déposer dans les lieux publics, de telle sorte que toute personne de bonne volonté puisse contribuer à sa manière. Au plan mondial, nous avons un gap de 1 million de dollars. Parti de la place Inch'Allah de Koumassi, le camion N-Polo Noun du Rotary a sillonné les communes de Marcory, Trècheville, Cocody, Abobo et Adjamé, sensibilisant les parents au comportement à adopter. La caravane s'est arrêtée au plateau où des ballons ont été lâchés, signe d'adieu à la polio. Une initiative qui réjouit le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Rotary continue de faire des manifestations pour rappeler à tout le monde qu'il y a eu la polio, que nous sommes pratiquement à la fin de la lutte contre la polio, mais il reste quand même un petit chemin à faire et qu'il ne faut pas baisser les bras.
La poliomyélite a presque disparu des pays du monde, sauf en Afghanistan et au Pakistan, avec tous deux 30 cas enregistrés en 2018. Elle fait partie des infections ciblées par le programme de vaccination élargie, PEV, lancé en 1974 par l'OMS dans le but d'offrir une protection à tous les enfants du monde. Une journée de mobilisation pour le don du sang dans la commune de Cocody. Elle a été organisée récemment par le Lions Club. Il s'agissait pour cette association humanitaire de récolter au moins 400 poches de sang en vue d'aider les malades. David Soyo et Franck Quadio. Selon le Centre national de transfusion sanguine, la Côte d'Ivoire produit 177 000 poches de sang par an, tandis que la norme recommandée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est de 230 000 poches. Un déficit à combler, le Lions Club, à travers cette journée don du sang, s'engage. L'objectif fixé, obtenir 400 poches de sang à la fin de l'opération. Cet objectif-là, on compte l'atteindre avec l'apport non seulement des Lions, mais également de toutes les populations qui veulent bien se joindre à nous au cours de cette journée. La plupart des causes et décès en termes d'accouchement est liée donc à ce déficit-là. Et donc les Lions ont décidé d'apporter un soutien effectif au ministère de la Santé par ce canal-là. Les Lions et les Léos, venus de toutes les représentations du club service, se mobilisent pour participer à cette activité en vue de sauver des vies. C'est très important pour nous parce que nous sommes dans le volet social et il y a tellement de personnes qui meurent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas par manque de sang. Ils sont anémiés, ils ont besoin de transfusion. Moi j'aime le faire parce que je suis O négatif et ça c'est beaucoup recherché, donc c'est tout un plaisir de donner à chaque fois. Je suis venue simplement donner mon sang parce que lorsque ma fille était malade, on a dû lui faire une transfusion. Donc comme c'est une possibilité aussi d'offrir du sang à des personnes qui seront malades, ça peut les aider. En plus de l'opération don de sang, les consultations de dépistage du diabète, du paludisme, suivies de conférences sur le cancer du sein, ont meublé cette journée du service Lion. Tanda, ville située dans la région est du pays. Des kits scolaires, notamment des livres, cahiers, stylos et cartables ont été offerts récemment aux jeunes écoliers du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année. Le point avec Amadou Ouattara. Ce sont plus de 1000 kits scolaires et plus de 1500 bons scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA qui ont été remis aux élèves du primaire de la commune de Tanda. Ce don est une action des filles et fils de la région avec à leur tête Alex Yao, opérateur économique. Pour le chef de la délégation, ce geste s'inscrit dans la politique du programme social du gouvernement initié par le président de la République Alassane Ouattara. Pour l'initiateur, c'est une incitation à faire de la gratuité de l'école une priorité, mais aussi encourager la scolarisation de la jeune fille. Autorités administratives, coutumières et acteurs du système éducatif, parents d'élèves et membres du Parlement des jeunes ont salué ce geste qui vient soulager les parents, surtout ceux des couches défavorisées à faire face aux difficultés de la rentrée scolaire. Plusieurs villages de la région du Gontougo recevront les kits scolaires, a affirmé le chef de la délégation, Alex Yao. Plusieurs jeunes filles récompensées récemment à Abidjan lors de la 3e édition des Oscars de la décence. Ce concours national veut valoriser l'image de la jeune fille apprenante. C'est une initiative de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Hermance Zirignon et Sephora Zegui. Voici la lauréate 2019 des Oscars de la décence. La 3e édition de ces Oscars est couplée cette année au premier prix ASCADS, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Mariam Kone, présentée comme modèle de vertu, de respect et de bonne conduite. Depuis 3 ans, nous faisons pratiquement des tournées où vraiment nous sensibilisons nos enfants à bien se tenir, à bien s'habiller, à éviter les sites de dépravation sexuelle, à ne pas rentrer dans les histoires de tontines sexuelles. Depuis ta seconde fois, avoir au moins 12 de moins, avoir une bonne moralité. C'est toujours les proviseurs qui nous communiquent les meilleurs élèves. Et nous, on transmet les dossiers à un jury scientifique qui est chargé de faire un peu le tri et puis nous donner les meilleurs.
Au nom du ministre Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, Issaka Ouattara invite les parents, les lauréates et les acteurs du système éducatif national à plus d'engagement pour le respect et la protection des jeunes filles. Pour un État, si les jeunes filles sont bien éduquées, c'est un pays en devenir où on aura des cadres meilleurs parce que le berceau de l'humanité commence d'abord par la femme. Si la femme est bien encadrée et bien éduquée, forcément nous aurons une société bien éduquée, bien encadrée. Les Oscars de la décence féminine sont instaurés en Côte d'Ivoire depuis 2017 par la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Elle vise la promotion des bonnes mœurs en milieu scolaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.